مرحبا بكم السلام عليكم bonsoir tout le monde. اليوم on est enfin غادي نستضيفوا سي صلاح الدين فاضل qui est kinésithérapeute de sport à Sibnour. Il est consultant aussi en sport مع des équipes en fait enfin pour du sport pour soit pour du football pour de l'haltérophilie et de l'athlétisme. Voilà, il est spécialiste en prévention et en réathlétisation sportive. Donc, Lyoma, on va le recevoir dans le cadre de webinaire qui est organisé par l'association marocaine des physiokinésithérapeutes du secteur privé, région Kazakhstan, sous l'égide de l'Union marocaine des physiokinésithérapeutes. Et donc aujourd'hui, le sujet, ça va être la pubalgie chez le sportif. Donc, pour les kinés, c'est un webinaire qui est destiné à Fadel Radi présenter une nouvelle approche de la prise en charge en fait de la pubalgie chez le sportif. Et voilà, donc sans plus tarder, Radina à la main, comme ça il commence sa présentation. Je vous remercie beaucoup et à tout à l'heure. Salam alaikum, je te remercie, c'est Hamza. Je remercie aussi l'association pour l'honneur qu'elle m'a donné, qu'elle m'a apporté en participant à ce webinaire. Donc, sans plus tarder, on va commencer. C'est une présentation normalement qui va durer environ une trentaine de minutes. Et voilà, donc on espère que vous êtes là déjà pour commencer le domaine. Je ne sais pas si pour rejoindre le live parce que c'était déjà prévu à 9h. Et ça a pour le démarrer, pour l'adaptation technique. Donc là, je vois qu'il y a déjà 17 personnes avec nous, c'est très bien. Donc ça veut dire qu'on peut commencer, ça va. On a un parterre de professionnels à l'écoute, ça va. Est-ce que j'ai la main? Oui. Oui. Très bien, là on est bon. L'écran est visible? Pardon, Salah Din? Oui, oui, Salah. L'écran est visible? Yes, oui. Le diapo est visible? Oui. Le diapo, il est parfaitement visible. Donc, quand je vous l'ai dit, je me présente, M. Hamza m'a présenté, je me représente encore. Je suis Khalid Salah Din, kinésithérapeute à Sidi Bou Nour. Je suis spécialisé en kinésithérapie du sport, mais je travaille aussi comme un kinésithérapeute multidisciplinaire dans le centre hospitalier provincial. Donc, on prend en charge plusieurs problèmes, plusieurs pathologies, neurologie, traumatologie, pédiatrie aussi. Mais on essaie d'avoir notre propre approche, surtout dans le cas des problèmes musculo-squelettiques et spécialement chez les sportifs. D'accord, ok. Le sujet Donc c'est un service qui reçoit… la pubalgie, oui, multidisciplinaire. On prend en charge les problèmes, les sujets externes, okay. consultation externe. Donc, tout le spectre des problèmes et des pathologies qu'on voit dans la kinésithérapie, mais on est plus spécialisé dans l'approche musculo-squelettique, surtout les troubles. Oui, les troubles musculo-squelettiques, surtout chez les sportifs. D'accord, ok. Et donc vous proposez l'accompagnement, enfin l'accompagnement, voilà. Oui, c'est ça. Traitement, une approche d'accompagnement plus. C'est une approche d'accompagnement plus qu'une approche de prise en charge
passif. C'est ça. Ok, donc il y a de l'éducation aussi, j'imagine. L'éducation aussi, voilà. Excellent, excellent, excellent. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la pubalgie, c'est le sportif vers un nouveau modèle de prise en charge. Quand je dis un nouveau modèle de prise en charge, c'est pas qu'on va créer un nouveau dogme dont je vais prêcher. C'est tout simplement qu'on va donner une actualité, une mise à jour des données scientifiques qu'il y a sur le terrain et essayer de mettre ça dans un modèle multifacette de prise en charge qui va nous faciliter la prise en charge du sportif et prendre la meilleure décision pour l'accompagner et mettre en place un continuum de prise en charge et de retour au terrain et essayer de créer une approche préventive afin d'éviter les récidives. Donc, c'est ça. Comme je l'ai dit, comme Parce qu'on sait, préambule, on sait que les blessures des sportifs, elles sont… Pardon. Oui. Non, j'allais dire justement que pour les sportifs, une fois que la blessure est là, c'est très difficile en fait de la traiter. Donc c'est toujours plus intelligent d'attaquer plus la prévention. Numéro 1. C'est ça. Oui, c'est le facteur de risque numéro 1. C'est l'ancienne blessure. Donc, c'est toujours plus intelligent de miser sur la prévention. Apporter une approche diagnostique basée sur les dernières données scientifiques, apporter une approche raisonnée de prise en charge kinésithérapique, donner un modèle de retour au sport, RTS, Return to Sport, afin de garantir une reprise optimale de l'activité sportive et prévenir les récidives. Donc, comme introduction, eh bien, comme on le sait, la nomenclature a déjà changé. On ne parle plus de pubalgie dans le sens terminologique, mais dans le sens global. Dans la littérature anglophone, on parle de growing pains, c'est-à-dire les douleurs de la région inguinale, puisque c'est un syndrome qui regroupe plusieurs entités cliniques. On a parfois des superpositions de plusieurs entités cliniques. Les pathologies liées à l'aine, communément nommées pubalgie, ont un caractère complexe. Ça a été démontré scientifiquement. Elles sont communes dans les sports avec changement de direction comme le football, le rugby et le hockey. Elles représentent 80% des pathologies sportives. Elles représentent, d'après l'UEFA, 12 à 16% du total des blessures chez les footballeurs professionnels. Et le taux de récidive, et c'est ça le problème, elle a le taux le plus élevé de récidive. Le taux de récidive de cette pathologie est élevé. Elle se situe entre 15 et 31%, soit le taux de récidive le plus important après la lésion musculaire et les ischio-jambiers. Comme définition, c'est toute symptomatologie clinique reportée par le patient au niveau de la région inguino-pubienne, affectant l'activité sportive ou interférant négativement avec les activités de la vie quotidienne et nécessitant une intervention médicale. Dès qu'un sportif, oui, vas-y, c'est Hamza. Tu m'entends? Le son est clair? Oui, maintenant le son est clair. Donc, quand un sportif viendra, je voulais te demander, te poser la question. Quand un sportif se présente avec des douleurs au niveau de l'aine ou là au niveau du pubis, c'est le scénario le plus… Systématiquement, on parle de pubalgie. On parle de pubalgie. Après, on détermine lequel… Mais un syndrome de la douleur de la région de l'aine, plus précisément. Ouais. Plus précisément. Ok. Classification éthiopathologie, on va parler de façon globale sur des consensus scientifiques. On va parler tout d'abord du consensus de Doha. Il a été mis en place en 2015 par le rassemblement de plusieurs scientifiques de renom. Parmi eux, on retrouve Père Holmich. Père Holmich, c'est l'un des scientifiques les plus éminents dans le domaine de la pubalgie, les problèmes de l'Est, un chirurgien traumatologue danois. Eh bien, ils ont mis en place 4 entités symptomatologiques, ou plutôt ils y ont rajouté une autre, c'est-à-dire 5. On a les formes des adducteurs, les formes liées à l'iliopsoas, les formes inguinales et formes pubiennes. Et on a à côté ce qu'on appelle les diagnostics différentiels, c'est-à-dire les problèmes de hanche ou bien d'autres problèmes, par exemple ce qu'on appelle les problèmes d'irritation des nerfs, par exemple, qui peuvent aussi être sous forme de sous-groupes. Donc, comme approche diagnostique,
examen clinique, on a les pathologies des adducteurs, on a ce qu'on appelle la triade, la palpation, la contraction et l'étirement. La palpation du long adducteur au niveau de la face interne de la cuisse. On remonte jusqu'au le bord médial latéral du pubis à son insertion. On a la contraction isométrique, le squeeze test, où on met en évidence cette douleur, on déclenche cette douleur pour mettre en évidence l'atteinte des tendons des adducteurs. Et En contraction peut-être isométrique. Isométrique, Peut-être, voilà. oui, isométrique. Qui peut être, mais seulement, on ne cherche pas à juger la qualité de la contraction, mais on cherche à provoquer la douleur. C'est juste des tests de provocation. C'est pas des tests C'est pas un qualitatifs. testing. C'est pas un Non, testing, c'est pas un mais c'est testing. surtout C'est juste juste pour des tests de établir un diagnostic. provocation. Oui, c'est des tests de provocation. Pour les ostéoarthropathies pubiennes, eh bien, on a seulement la palpation. On essaie de palper la région pubienne, qui peut être parfois délicate, mais qui demande un petit peu de dextérité, un petit peu de savoir-faire. Les pathologies de l'iliopsoas, la palpation, eh bien, on descend, on aborde, on a à l'intérieur, on prend comme repère les IAS, l'épine iliaque antérosupérieure, on descend en bas, à l'intérieur, pour palper un petit peu l'iliopsoas. La science, il y a des partages d'avis concernant est-ce qu'on peut palper Est-ce qu'on peut palper le psoas iliaque ou pas? Mais c'est une démarche, c'est difficile à palper. En fait, ça s'acquiert avec le temps, avec la pratique. Avec la pratique, on peut sentir la qualité de la texture, de la physiologie musculaire du psoas. Pour la mise sous tension, l'étirement, une variable du test de Thomas. Et pour la contraction, on met le membre en triple flexion pour éliminer les fléchisseurs accessoires, le droit fémoral et tout ça, et le gracile. Et on met en évidence la tension, on contracte le psoas et on voit si ça provoque une douleur. Les pathologies inguinales aussi, même si elle est un petit peu rare, mais c'est très souvent, on la retrouve aussi. Le test est un petit peu aussi difficile à recréer. Ça demande aussi beaucoup de savoir. On essaie de palper le trou en amont du scrotum. On essaie d'abaisser le scrotum, essayer de pousser avec le doigt. Aussi, on a ce qu'on appelle, elle a été mise en place par le docteur Franklin Miller, le 3G approach. C'est une démarche clinique aussi pour le diagnostic. Si on peut donner une explication concrète, eh bien, on met en place ce qu'on appelle un triangle en partant de l'épine iliaque antérosupérieure, la région, le pubis et le milieu de la cuisse. C'est en quelque sorte une alternative du triangle de Scarpa. Mis en évidence par le droit fémoral, le pli inguinal et l'IAS. On dessine ce triangle au niveau antérieur, au niveau latéral, au niveau glutéal. C'est ça le 3G. Au niveau glutéal, au niveau latéral, grand trochanter, au niveau du pli inguinal, c'est-à-dire le groin. C'est ça l'approche 3G. Et puis, on interprète les résultats avec ce tableau, c'est-à-dire le bord médial. Si on trouve des douleurs au niveau du bord médial, voilà l'interprétation. Parfois, on a un problème au niveau des adducteurs. Le moins commun, c'est-à-dire parfois, je mets le curseur, parfois, on peut avoir, mais rarement, des fractures de stress. Pour le bord latéral, on a un problème au niveau de la hanche, par exemple, le conflit acétabulaire, fémoro-acétabulaire, au niveau de la paroi abdominale, au milieu, on a within, il y a un problème au niveau de l'iliopsoas. Du droit fémoral, du iliopsoas. Oui. Au quatrième rang, on a not to be missed. Not to be missed, c'est-à-dire ce qu'on appelle des drapeaux rouges. On peut nommer des drapeaux rouges. C'est-à-dire des radiculopathies. Il faut rechercher des problèmes au niveau lombaire, au niveau sacro-iliaque,
C'est-à-dire qu'on a parfois des problèmes de métastases, des tumeurs, ce qu'on appelle les drapeaux rouges. Les Ça, tumeurs, les prostates, il je ne pense faut les pas passer infections. à côté. Oui, oui, c'est Parfois, infectieux. parfois les Problème infections infectieux, urinaires aussi, problème par exemple. systémique. Exact. Oui, problème systémique. Il ne faut pas passer à côté, c'est-à-dire il faut rester très vigilant. L'horloge du pubis, le pubic clock, c'est aussi une approche qui est concomitante avec le triangle de 3G. Même chose, on met ce qu'on appelle cette horloge au niveau, on imagine cette horloge au niveau pubien, et selon la localisation de la douleur, on met une interprétation. On a un problème inguinal, parfois ligamentaire, au niveau des adducteurs, au niveau pubien. Donc l'approche est très simple. L'horloge, comment on la situe, en fait, le L'horloge, centre, ça serait le tubercule pubien. centre au niveau pubien, au niveau du pubis. Au niveau du pubis. Ok, pas au niveau de la symphyse, mais au niveau du tubercule, du pubis. Tubercule, oui, au niveau du tubercule. Voilà, et donc là, on imagine, si c'est à midi, si c'est la douleur, ça c'est un point de Oui, douleur que oui. le patient, il nous, Point de il douleur qui nous rapporte. décrit, oui, qui rapporte. Est-ce que c'est possible d'avoir Donc, 3 6 7 12 كلهم enfin bon, oui, c'est pas le week-end superposition. uniquement, On mais a 3 6 6 9 9 12. Comme on va voir, ce qu'on appelle les formes chroniques, on a toujours des superpositions. On a 4 formes. Exact. Il y a rarement qu'on retrouve une forme isolée. Rarement. Ok. D'où la chronicité, justement, le risque de récidive. Le consensus italien. On va parler maintenant du consensus italien. Bah, ils sont partis du fait que monsieur Biscotti, il est parti du fait que, à l'opposé du consensus de Doha, eh bien, il a mis en place un algorithme assez complexe. Ils ont mis en place, catégorisé à peu près 11 catégories avec plus de 30, 40 sous-catégories, c'est-à-dire dans le total, on a 63 pathologies. Oui. Eh bien, l'algorithme, il est là. Eh bien, après une anamnèse, une évaluation clinique, on met en place des hypothèses diagnostiques, on a 3 formes où on doit catégoriser les formes qu'on a retrouvées dans ces 3 catégories. On a ce qu'on appelle les growing pain syndrome due to functional overload, c'est-à-dire des lésions de surutilisation, une forme microtraumatique. Il y a le surentraînement, voilà. Le growing pain syndrome of traumatic origin, d'origine traumatique. Il y a le long-standing growing pain syndrome, c'est-à-dire les formes chroniques, qui datent de plus de 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Bien, je les ai mis en français. Eh bien, on a ce qu'on appelle le growing pain syndrome d'origine traumatique. Et on a aussi le growing pain syndrome qui est dû à une surcharge fonctionnelle et la long-standing growing pain d'origine traumatique où l'apparition de la douleur est due à un traumatisme aigu qui sont supportés par une anamnèse, un examen clinique et de l'imagerie. Les lésions de surcharge caractérisées par son apparition insidieuse et progressive, sans traumatisme aigu. La long-standing où l'ensemble de la symptomatologie a duré plus de 12 semaines et qui sont récalcitrants. C'est-à-dire on a une récidive, ils résistent au traitement, à tout traitement conservateur. Oui. Donc, اسمح لي صلاح الدين, est-ce que ça veut dire il قدرنا نرجعوا للسلايد اللي قبل pour qu'on arrive à comprendre, est-ce que c'est possible que justement le groin pain syndrome, en fait la douleur, oui. Enfin la pubalgie, qui est d'origine traumatique, elle peut se transformer en long standing. Et celle qui est due à une surcharge, elle peut aussi se transformer si elle n'est pas bien prise en charge. Exactement. C'est la même chose. Dans toutes les formes de tendinopathie, de problèmes musculo-squelettiques, le défi numéro 1, c'est c'est lutter contre le passage de la chronicité. C'est ça. Empêcher à tout prix. Oui. Donc, il est important de connaître les différentes étiologies à la base du phénomène pathologique pour pouvoir en faire le lien avec l'activité et le mode d'apparition de la lésion. On va voir ça après.
Cependant, il sera également nécessaire de prendre en considération les facteurs de risque. Et ça, c'est ça le plus important. Et ça, c'est ce qui compte pour nous, les kinés, qu'on va utiliser comme facteur, comme test, ou bien comme bilan diagnostic kiné. L'identification des facteurs de risque. Eh bien, ces facteurs de risque présentent dans le spectre du grand Pain syndrome pour donner un caractère plus global à notre prise en charge. Pour les facteurs de risque, on peut les dénommer. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les antécédents de traumatisme des adducteurs ou de la paroi abdominale, les limitations de la mobilité de hanche lors des mouvements de rotation, ce qui représente un facteur important à prendre en compte lors de la mise en place du diagnostic pour définir l'étiologie exacte de la pathologie et lors du processus de réhabilitation pour limiter le risque de la récidive. Pour dire un petit peu quelque chose de plus sur pour les rotations, eh bien, on a retrouvé, selon plusieurs études, une corrélation avec surtout la rotation interne. La rotation interne, elle est corrélée à un plus gros degré de risque de récidive, à l'opposé de la rotation externe. Donc, ça a été prouvé scientifiquement. Tandis que pour nous, si on réfléchit de façon objective, on retrouve que la rotation externe est plus importante, tandis qu'on a retrouvé que la rotation interne elle est plus importante. Elles sont tous les deux plus importantes, mais on a une corrélation, plus de corrélation concernant la rotation interne. La rotation interne. Oui. Là, le déséquilibre musculaire entre les adducteurs de hanche, puisqu'on a trouvé selon les études que le déficit au niveau des adducteurs, en 4 fois, ceux qui ont des déficits au niveau des adducteurs ont 4 fois plus de risque de contracter une pubalgie. L'activation retardée du muscle transverse de l'abdomen, ce qui va nous donner une instabilité au niveau du pelvis. C'est ce que représente un facteur de risque assez important. L'instabilité dynamique du pelvis avec mauvais contrôle de la rotation de la stabilité du pelvis, répercussion directe sur la hanche, sur la symphyse pubienne. On a des mécanismes de compensation qui s'installent. Voilà, c'est déséquilibre, donc forcément compensation, décompensation de l'autre côté. Oui. Pour résumer, on peut donner ce modèle de diagnostic, comme on peut dire. J'ai oublié de donner une petite note. Oui. Si vous remarquez, je n'ai pas cité les formes pariéto-abdominales. Eh bien, j'ai remarqué dans la littérature anglophone qu'on ne cite pas les formes pariéto-abdominales de façon isolée, comme forme clinique. Eh bien, quand j'ai recherché, j'ai trouvé que le tendon conjoint entre l'extension du tendon du droit de l'abdomen avec l'oblique qui descend et qui fusionne parfois, pas parfois, mais tout le temps, avec le long adducteur, eh bien, on a ce qu'on appelle des douleurs qui sont parfois référées. C'est-à-dire le patient, il peut nous décrire une forme pariétale, douleur pariétale, mais c'est une forme adducteur. Elles sont confondues, elles sont confondues avec les hernies abdominales aussi, parfois, les douleurs à dos. Les hernies, oui, parfois, oui, on peut le dire, mais les hernies, on peut les mettre en évidence grâce à l'imagerie. Grâce à l'imagerie directe. Oui. Donc, on a 5 formes, on peut dire, 5 formes. Pathologie de l'adducteur, la forme pariéto-abdominale, la pathologie du pseudo-cœliaque, l'ostéoarthropathie pubienne, les pathologies inguinales. Tout ça, ça forme le spectre de la pubalgie. Il faut aussi mettre en évidence mettre en avant qu'il y a des facteurs de risque qu'il faut prendre en considération, mais en même temps, mettre dans sa tête qu'il y a des diagnostics différentiels qu'il va falloir écarter, surtout les drapeaux rouges, c'est-à-dire les métastases, les différentes formes de cancer, les pathologies infectieuses, les maladies de système. L'approche thérapeutique. Eh bien, la prise en charge, elle doit être globale, mais également spécifique, c'est-à-dire concernant en fonction des différentes formes diagnostiquées et en fonction aussi de la pratique sportive. La rééducation, les anti-inflammatoires font partie du traitement utilisé en première intention, mais il ne faut pas mettre l'accès dessus
Par exemple, Oui. les infiltrations ont été, surtout dans les formes tendineuses, ont été délaissées. Donc, accompagné d'un repos sportif complet ou d'une diminution du volume, de l'intensité des séances. Le temps de repos est différent selon le cas, entre 15 jours et 3 mois. Donc, ce qu'on propose, c'est un continuum de plusieurs facettes qu'il faut prendre en charge et qu'il faut identifier comme étant des facteurs de risque ou des déficits. On a l'assouplissement, c'est-à-dire la mobilité, surtout de la hanche, le renforcement musculaire, la capacité endurance-force, surtout des adducteurs, abducteurs, que ce soit en synergie ou bien en co-contraction ou bien en intermusculaire, agoniste-antagoniste, ou bien en synergiste. L'entraînement neuromusculaire, bien le contrôle moteur, ce contrôle des chaînes musculaires en dynamique grâce à l'interprétation des afférences sensorielles, surtout du tronc et du complexe, de tout le complexe lombo-pelvi-fémoral. Tout ceci en évaluant de façon concrète, objective, en essayant de corriger les facteurs de risque. C'est ça l'approche thérapeutique qu'on propose. Donc, l'évaluation des facteurs de risque, la mobilité de hanche, j'ai posé des tests qui sont simples, reproductibles, très fiables. Il y a ce qu'on appelle l'ouverture de hanche en mesurant la distance genou-table pour donner une mesure objective de la rotation latérale de la hanche. La rotation interne du sujet endicus latéral, il essaie d'ouvrir, de mettre en rotation interne, ouvrir les pieds, mettre les pieds à l'extérieur, et mettre en place une rotation interne de la hanche. Et on remarque la différence entre le côté droit et le côté gauche. Mobilité de hanche au niveau des fléchisseurs, aussi le Thomas, le test de Thomas. Les déformations des pieds, l'inégalité des membres, les pieds plats, les pieds pronateurs, l'inégalité des membres représente aussi un facteur de risque. La force musculaire, le squeeze test. Pour le squeeze test, pour des douleurs, si on a des douleurs, pour des douleurs de 0 à 2, eh bien, ce n'est pas un problème assez important. On peut commencer par des exercices. On peut passer à des exercices plus contraignants. 3 à 5, on est dans une zone à risque. 6 à 10, on est dans la zone rouge, c'est-à-dire c'est très dangereux. Pour le test de la force musculaire, test des psoas, on a déjà vu, c'est une variable. Test des abducteurs aussi. On peut le faire sous forme de break test, pas sous forme de test musculaire selon Worthington, mais des break tests, c'est-à-dire des tests isométriques, des poussées isométriques de 5 secondes, répétées 3 fois, et on sait il faut des dynamomètres. Ceux qui n'ont pas de dynamomètre, moi j'ai pas de dynamomètre, on essaie de quantifier qualitativement, de façon objective, donner une notation à cette contraction. Force musculaire aussi au niveau des fessiers. On peut commencer en bilatéral, mais on peut le faire en unipodal pour augmenter les contraintes au niveau du muscle et essayer d'avoir une vision qualitative de la contraction du grand fessier ou de toute la chaîne postérieure. La préactivation du transverse de l'abdomen, on a parlé de ça pour stabiliser la région pelvienne. Ce test, il est extrait du screening test, de functional screening test de Gray Cook. Le patient essaie de faire une poussée avec les mains, mais en stabilisant, en gardant le plus stable possible le tronc. C'est-à-dire, si on a, par exemple, il pousse avec le train supérieur, on a une hyperlordose, c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise activation du transverse de l'abdomen. Et donc, on peut juger qu'il va y avoir une instabilité au niveau pelvien. Le contrôle neuromusculaire de façon statique,
il y a ce qu'on appelle la Star Exclusion Balance Test. On dessine une étoile, le sujet est au milieu et il essaie de pousser. On peut poser, par exemple, des petits cailloux, des plastiques, et elle essaie de pousser le plastique au Des niveau repères de la ligne visuels. le plus loin possible, tout en gardant le contrôle, oui, de repères visuels, et aussi repères pour avoir des notations dimensionnelles. Comme je l'ai dit, il essaie de pousser le plus loin possible, tout en gardant le contrôle du genou et de la région pelvienne et du tronc. Le C'est une contrôle évaluation, neuromusculaire donc, dynamique, excuse-moi Salahdine, fonctionnel. Fonctionnel. c'est censé être un test d'évaluation. Donc, ça veut dire que la douleur est forcément, enfin, on arrête quand on a de la douleur qui apparaît, ou là, Oui, exactement, c'est ça. on n'est pas dans Par l'exercice, on est exemple, encore juste ces dans tests l'évaluation. dans l'évaluation. Mais les tests, il ne faut pas forcer dans les tests. Les tests, c'est fait pour avoir une idée de comment on va commencer notre rééducation. S'il il a mal Exactement. dans les tests fonctionnels neuromusculaires, il n'y a pas de problème. On commence depuis le début. Parfait. Donc, le contrôle neuromusculaire dynamique, il y a dans l'image à droite, des pas chassés sur 10 mètres, que ce soit à gauche ou bien à droite. Tout le monde connaît les pas chassés. On essaie de pousser avec les pieds en gardant de façon latérale. Et le patient, on essaie, que le thérapeute essaie de quantifier de façon qualitative le contrôle neuromusculaire, le contrôle dynamique de ce déplacement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y avoir de compensation au niveau pelvien, de compensation au niveau du tronc, surtout au niveau de l'accélération, au niveau terminal, lorsqu'il freine l'action. Pour la rééducation, on peut proposer plusieurs approches. Parmi elles, d'actualité, elle date de 2019, le protocole d'Aspetar. Ce qui est intéressant de ce protocole, c'est qu'on a proposé un continuum de prise en charge et un modèle de reprise du sport, c'est-à-dire depuis la rééducation jusqu'à la reprise du sport. On a, si vous regardez en haut, l'activité active flexibility, c'est-à-dire on récupère la flexibilité active et passive aussi, antérieurement, je veux dire antérieurement, Okay. la flexibilité passive, puis la flexibilité active, puis D'accord. le travail contre résistance. On est plus dans une approche de travail de renforcement musculaire avec résistance. Load progression, c'est-à-dire on augmente la La charge de charge travail, la petit à charge petit. des exercices. Et puis, on passe vers le high load, le high speed, c'est-à-dire on est en phase de réathlétisation et de reprise des sports spécifiques. Il ne faut pas oublier que il y a une progression, on en voit en bas individual progression, la progression individuelle, il n'y a pas de standardisation de la prise en charge. La course, le running and sport function, on peut le travailler depuis le début. Par exemple, depuis le début, on peut travailler les techniques de course, running movement, juste des travail d'activation de certaines chaînes musculaires ou bien d'une correction de la technique de course de façon la moins agressive possible. On a ensuite le slow running and side step, c'est-à-dire on peut travailler pardon, on peut travailler la course de façon lente et puis on passe à une accélération de la vitesse de course et des exercices de changement de direction, change of direction. Et puis on passe vers le sprint, travail de vitesse et changement de direction avec vélocité maximale. Tout ceci doit être fait dans clinically pain-free, c'est-à-dire pour la reprise surtout du sport, il faut avoir zéro douleur. Et puis, on peut passer à un entraînement dans un milieu contrôlé, controlled sport training, c'est-à-dire on n'est pas dans un milieu compétitif. Et puis, on passe vers
une reprise du sport le total, de la fonction totale du sportif, les matchs de préparation et l'entraînement avec ses collègues. Ok. Comme je l'ai dit, cette approche, elle doit être monitorée par la douleur pour avoir des critères objectifs de reprise et de passage d'un exercice à l'autre. On a ce qu'on appelle les red lights, les yellow lights et les green lights, c'est-à-dire des niveaux de difficulté, des niveaux de gravité de la chose. Le programme est le suivant, comme je l'ai dit, c'est-à-dire on commence par de la mobilité active. C'est des exercices dynamiques où le sujet recherche la mobilité de flexion, il bascule le membre en flexion et en extension, en abduction et en adduction, et en surconduction, comme on voit sur l'illustration numéro 3. Okay. On passe ensuite un travail contre résistance, on voit ici l'élastique, contre l'adduction, la flexion, on a l'illustration numéro 6, et puis un travail fonctionnel, un travail de performance, plus de recrutement des éléments anatomiques, comme on le voit surtout dans l'illustration numéro 9, le Copenhague. C'est un exercice très contraignant, en excentrique. Oui, pardon? Très difficile. Très difficile, oui. Mais on peut le faciliter, on peut mettre en place plusieurs niveaux. Par exemple, le Copenhague, je peux le faciliter. Par exemple, le patient peut poser au niveau d'un banc la cuisse, ne doit pas poser le pied, il peut poser la cuisse. On peut commencer par la cuisse et augmenter la difficulté au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il arrive à pouvoir poser le pied. Donc, ce que je propose ici, c'est juste des modèles. Donc, la progression, si on veut discuter de la progression de chaque exercice, ça va nous prendre à peu près 3 heures, 4 heures. On le fera sur plusieurs épisodes. Inch'Allah. Donc, toujours mettre dans sa tête qu'il y a des progressions. Chaque exercice, il y a des progressions. Il faut adapter l'exercice à chaque cas. On va le résumer à la fin. Donc, aussi, il y a ce qu'on appelle, ce qu'on propose aussi, ce que je propose aussi, j'essaie de mettre en place, d'intégrer dans ma prise en charge, c'est des exercices de contrôle de la capacité rotatoire. Qu'est-ce que c'est que ce contrôle de la capacité rotatoire? Eh bien, comme on nous l'a enseigné, eh bien, on a enseigné l'anatomie de façon linéaire dans plusieurs plans, sagittal, frontal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'articulation travaille dans un contexte multidimensionnel et parfois les contraintes sont aussi multidimensionnelles. C'est-à-dire que les exercices qu'on propose doivent être aussi multidimensionnels. On ne peut pas, si je veux simplifier, il y a des zones de risque dans lesquelles arrive la blessure. Donc, il faut travailler l'articulation, la capacité de cette articulation dans ces zones de risque sans arriver à des zones, une pratique contraignante et qui peut nous donner des blessures. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit contrôlée. On travaille dans des zones de risque, mais de façon contrôlée. C'est ça le but de ces exercices. Comme vous voyez, c'est des exercices simples, mais difficiles à reproduire. Il faut les adapter selon la capacité du sujet et du sportif. C'est une séquence dynamique. On part d'une rotation interne, flexion du tronc pour augmenter les contraintes au niveau de la rotation externe du côté droit, si vous voyez. Et puis, on fait une rotation du tronc du côté gauche pour augmenter les contraintes au niveau de la rotation interne du côté gauche. Et puis, on remet le côté gauche en rotation neutre pour passer à l'autre côté. On refait la séquence numéro 1. Je ne sais pas si vous avez compris l'exercice. C'est-à-dire qu'on passe d'un côté en rotation externe, rotation interne, et puis on fait une torsion du tronc pour augmenter le contrainte, une flexion du tronc du côté portant pour augmenter les contraintes au niveau de rotation externe. On fait une rotation contralatérale pour augmenter les contraintes en rotation interne au niveau du côté contralatéral. Et on reprend l'exercice du côté de l'autre côté. Contralatéral. Ouais.
l'exercice est assez clair. Dissociation, oui, dissociation lombo-pelvifémorale, le dos chat, dos chien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est l'éducation de cet exercice qui est le plus difficile. C'est un exercice simple, mais aussi difficile. Parfois, on demande aux patients de faire une lordose, mais la lordose, elle est faite au niveau parfois supérieur, au niveau de la charnière dorso-lombaire. C'est-à-dire qu'il faut contrôler cette lordose au niveau lombaire pour essayer d'entéverser le bassin et dissocier le mouvement du bassin du mouvement du tronc. Toujours dans cette dynamique de contrôle de la capacité rotatoire, même exercice. Là, c'est un autre niveau des exercices de contrôle de la capacité rotatoire. Si vous remarquez le côté gauche, il est un petit peu élevé du plan. C'est ça. C'est un deuxième niveau, c'est-à-dire on met en contrainte la rotation, on met en mouvement la rotation interne du côté gauche, mais on active aussi, on met en activité les muscles responsables de cette rotation interne dans un angle contraignant. C'est ça la différence. Là, la personne, on la voit, elle est en équilibre ou là, elle est appuyée sur la main droite? Juste pour les gens qui regardent. Là, elle est appuyée sur la main droite. Voilà, qu'il y a un support, c'est pas la personne n'est pas en équilibre. Oui, elle n'est pas en équilibre. Mais on peut, comme un troisième niveau, on peut demander aux patients de. Oui, le soutien, pardon. Oui. Pourquoi? Pour solliciter un petit peu les stabilisateurs du tronc. Exact. Donc, comme je l'ai dit, l'approche thérapeutique, on peut proposer un modèle global, c'est-à-dire la mobilité passive et active de tous les éléments articulaires, la capacité musculaire, c'est-à-dire l'endurance force. Je mets la ligne sur le fait qu'il faut travailler en endurance force. Il ne faut pas avoir peur de charger un petit peu le mouvement, faire plus de répétitions, travailler en charge. Il ne faut pas rester limité dans des travaux avec des élastiques et tout ça. Il faut charger le mouvement. Parce que charger le mouvement, c'est aussi solliciter, donner des afférences sensorielles aussi. Ce n'est pas seulement au niveau musculaire, c'est des afférences sensorielles qui vont nous donner plusieurs résultats au niveau de la douleur, au niveau de la perception du mouvement, tout ça. Le contrôle neuromusculaire, comme je l'ai dit, des exercices dynamiques d'équilibre sur bossu, sur plateau de Freeman si vous voulez. Donc des exercices très sollicitants. On est dans une approche sensorimotrice. Tout ceci dans un spectre de monitoring de la douleur, gestion de la charge aussi. Parce que, par exemple, on peut être en fin de rééducation, l'athlète est pris en charge, par exemple, dans les équipes première division, il est peut-être pris en charge par le préparateur physique, c'est-à-dire qu'il faut avoir une approche multidisciplinaire, essayer de coordonner avec le préparateur physique, et essayer de gérer cette charge d'entraînement pour ne pas tomber dans la récidive. Et monitorer la douleur. La phase de le continuum de réathlétisation, comme je l'ai dit, de réathlétisation, eh bien la réathlétisation classique, on la commence toujours, c'est la vision classique, on la commence toujours après élimination de la douleur, récupération de la force musculaire, c'est ça ce qu'on a appris. Mais la réathlétisation moderne, c'est que la réathlétisation commence le jour 1. Dès le premier jour. Post-blessure. Oui, mais toujours dans une démarche qualitative d'évaluation, on met en place un contexte, on remet le place dans leur contexte, on essaie de monitorer le sportif avec des outils de monitoring de la douleur, de la charge, et être progressive, et les choses vont aller de façon concrète. Intégrer des routines de prévention qui peuvent être sous forme de correction, des correctifs, ou bien des entretiens, des qualités qu'on a acquis durant cette démarche de prise en charge. Tout ceci pour éviter les récidives et être dans une approche de durabilité. Les Américains appellent ça de sustainability. Sustainability, c'est-à-dire
est-ce que l'athlète aura la capacité de ne pas tomber dans la récidive et de rester performant le plus longtemps possible. C'est ça la durabilité. Pour le monitoring de la douleur, dans la littérature anglophone, on retrouve ce diagramme. Eh bien, de 0 à 2 sur une échelle, tout le monde connaît l'échelle de Borg, l'échelle visuelle analogique de la douleur. Eh bien, de 0 à 2, on est dans la safe zone. On peut travailler, on peut charger, mais il faut rester limité dans cette zone. De 2 à 5, on est dans l'acceptable, mais il ne faut pas trop forcer. De 5 à 10, on est dans la zone à risque. Il faut faire très important. Donc, tout ça, elle est applicable à tous les problèmes, à toutes les modalités de prise en charge des problèmes musculo-squelettiques, lombalgie, gonarthrose, tous les problèmes d'épaule, tout ça. Aussi, on peut intégrer une autre approche. Ça, c'est en cas de traitement, succès de traitement. On peut intégrer une approche préventive pour éviter les récidives, c'est-à-dire on peut évaluer les mouvements fondamentaux. Les mouvements fondamentaux, ça peut commencer des mouvements articulaires fondamentaux, flexion, extension, rotation. On peut aussi faire une transition vers les mouvements fonctionnels, les squats, les fentes et tout ça. Donc, rechercher les asymétries, les compensations, et puis analyser l'activité sportive pour faire une transition, une interaction, une intégration de ces capacités au niveau de l'activité sportive. Et en même temps, on analyse les demandes énergétiques et biomécaniques pour être le plus spécifique possible. Et dans cette activité sportive et aussi dans la vie du sportif. Par exemple, moi, je prends en charge plusieurs sportifs. Et ce que j'ai remarqué, parfois, on a des sportifs qui ont un volume horaire d'entraînement, mais qui ont des difficultés par exemple, qui sont scolarisés, qui ont des difficultés de déplacement au niveau de l'école et tout ça. Donc, si je calcule, par exemple, j'ai eu une athlète qui faisait de l'athlétisme dans une spécialité, le 800, le 2000 fonds, 800, 400 mètres, 1000. Donc, le problème qu'on a retrouvé, c'est qu'elle habitait très loin de l'école. Elle habitait aussi très loin de l'endroit où elle s'entraînait. Donc, quand on a quantifié la charge d'activité physique tout au long de la journée, on a retrouvé que en plus de la charge d'entraînement qui est de 2 heures, on a aussi 3 heures d'activité physique sous forme de marche. Par exemple, elle joue avec ses petits frères, petites sœurs et tout ça. Donc, c'est à prendre en compte. Ça pèse. C'est pour ça que c'est très important, enfin, ça, l'anamnèse et tout ça, de connaître les habitudes du patient et tout. Il ne faut pas juste se tenir au bilan. Il faut surtout connaître les habitudes, comme ça on arrive à voir s'il fait des exercices en même temps sans nous le dire. Oui, exactement. Donc, pour finir, à retenir, eh bien, la pubalgie reste un sujet à controverse. Il n'y a pas de consensus à 100%. Il y a plusieurs consensus. On peut voir à droite et à gauche et essayer de construire avoir notre réflexion à nous et essayer notre propre philosophie de prise en charge de la pubalgie. La prise en charge doit être multidisciplinaire. C'est-à-dire il faut aller choper un petit peu à droite à gauche au niveau de la préparation physique, au niveau de la physiologie, au niveau de la médecine physique. Et quand on est dans une structure professionnelle, il faut essayer de communiquer avec tous les staffs médicaux, techniques, sportifs. Précision clinique, il faut développer une précision clinique et un savoir-faire. Et ça, il faut beaucoup lire, beaucoup chercher et beaucoup pratiquer. Travailler dans le sens d'un modèle multifacette, il ne faut pas chercher de recettes, et intégrer des routines préventives dans notre pratique de prise en charge de nos clients ou bien nos sportifs. Et merci. Très bien, c'était très clair ça. Donc, j'ai essayé de faire le plus simple possible, le plus carré possible, ne pas rentrer dans les détails. Essayer de construire ce qu'on appelle les frameworks, des cadres de réflexion dans la tête, des cadres de réflexion. Et là, vous pouvez vous documenter, vous rechercher.
C'est vrai, parce que c'est vrai que comme c'est une blessure qui est très très fréquente, comme tu as dit tout à l'heure, je pense que Oui, elle fait partie des 4 blessures les plus fréquentes et tu as le risque de récidive en fait, c'est 30%, tu as oui, dit tout à l'heure. oui, 32, ça peut pas dire 32%. Ça en fait un sujet, il faut vraiment, j'imagine, une très bonne connaissance anatomique. Oui, Enfin, ça ne sera jamais de le rappeler pour les kinés, il faut vraiment une oui. excellente connaissance anatomique pour comprendre. Parce que tout à l'heure, Anna, je Si voulais tu, oui. si tu me permets, pourquoi je n'ai pas mis de rappel anatomique? Même si si je mets en Pour place toutes un les rappel personnes qui regardent, anatomique, ils disent ouais, finalement, le rappel anatomique, à Sahabi, on va parler de شوف تا واحد ما غايش شي حاجة. Donc, il vaut mieux se concentrer sur d'autres trucs que je voulais remettre en place. L'anatomie, il a même si tu pratiques, tu pratiques la palpation, le testing, les examens et tout ça. ما تخرص واخا نحطوها لك كاملة في une présentation. Exact, exact. Les discussions, enfin, je pense qu'il est toujours plus intéressant de parler بحال هكا des approches, en fait, en tant que kiné. Parce Oui, que كل kiné d'abord l'expérience ديالو, كل واحد عنده les oui, approches. oui, oui, Enfin, tout le monde a raison et tout le monde a un oui, peu raison ou un peu tort à l'hsab واش il est oui, au courant de ce qui se passe dans les c'est ça, études et tout. c'est ça. Oui, c'est ça. Non, non, mais je vois que c'est un sujet enfin, très intéressant. Je pense qu'on pourrait dans les prochains épisodes aussi parler d'autres blessures aussi sportives بحال هكا. Inch'Allah. Essayer d'expliquer aux kinés كيما قلتي انت انهم peut-être يخرجوا من ديك l'approche classique. Dire غير j'applique sans vraiment avoir dit que la vue d'ensemble qui est la plus Oui, importante. Enfin, comme tu as dit, oui, il faut voir la région, il faut voir بحال en 3D, tu vois les muscles oui, qu'il y a derrière, qu'il y a à côté, qu'il y a من تحت ou là qu'il y a devant. exactement, exactement. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de se renseigner, en fait, de se renseigner à Oui, les exactement. différentes approches, les kinés, de voir les différents professionnels, comment ils travaillent. Je pense, pardon, le FIFA, le site de la FIFA, il est très riche pour les personnes qui nous regardent. Je pense que ça Oui, pourrait les intéresser s'ils ne connaissent pas. oui. Le F-mark de la prévention, je voulais FIFA qu'on en 11 parle plus. après. Le FIFA 11 plus, il est 11 excellent avec plus. le FIFA 11 plus. Oui, Je pense que qui est un footballeur ou شي واحد كيجي عنده كيلعب كره خصو يعطيه oui, ليه هذاك le oui. 11 Je plus. peux rajouter une chose au FIFA 11 plus. Oui, J'ai déjà fait une petite recherche sur la prévention. C'est ça où j'essaie de me spécialiser, la prévention. Le ok, problème avec ce qu'on appelle les exercices neuromusculaires, c'est que c'est difficile de les reproduire. c'est vrai. C'est-à-dire il faut un engagement technique, psychologique, cognitif de la part de l'athlète. Ton expérience, tu peux me dire où on peut trouver c'est difficile de le trouver. Hein. Je pense هذا c'est ce qui touche aussi à le volet de prévention mais les sportifs. Ça va Ouais, chercher tout à l'heure tu as parlé de خدمة multidisciplinaire, زعما بزاف le kiné خصو يخدم مع le staff médical, خصو يكون en communication مع le préparateur physique, ouais, même enfin je veux dire le nutritionniste, le médecin ديال le sportif. Mais la prévention, ça soulève le point que j'ai vu certains clubs maghrébins, c'est que c'est dommage que ما كاينش بحال une unité d'éducation et de prévention. Ça veut dire اللاعب اللي تيجي كيدخل عنده قدامه سبوره كيشوف فيها ها l'anatomie, ها هما لي بليسير, ها لي ريسك, ها لا شارج شنو هي, ها لا سورشارج. Parce que هادشي كيتعلموه هما في التيران مع l'entraîneur. Enfin j'imagine انت oui, tu peux nous parler de ton expérience كيتعلموه مع l'entraîneur. Alors que c'est un volet اللي غير شديتيه. Par exemple, كيتريني شحال من تريني عنده واحد 5 jours par semaine ou 6 jours على حسب les oui, compétitions ولا oui. هذا تزيد ليه une petite partie d'éducation. Et ça, je pense C'est ça. maintenant, je pense que tous les kinés pourraient adopter ça. Dire une session avec ton patient, tu جلس Oui, وتشرح ليه la prévention, تعطيه l'information. ماشي غتقول لي انا كيني ها شنو voilà, عندك les ultrasons, voilà, عندك هذه c'est عندك ça. le mouvement contre Oui, résistance, oui, وغنديروا oui, 45 minutes on observe. oui. Faut vraiment c'est un accompagnement, c'est le mot quand on veut travailler avec des Accompagnement, voilà, sportifs, je pense que c'est de l'accompagnement. l'accompagnement. Oui. C'est ça ce qu'on نزيد نفتحوا القوس. C'est ça notre approche au niveau de notre service. Et ça, il y a بالنسبة لنا احنا dans le secteur public, c'est rentable. Je sais pas au niveau des cabinets privés, vous allez perdre des clients. Ah là, c'est au niveau de la prévention. Mais si on Là, insiste au trop niveau sur de la prévention. l'approche, non, si on insiste sur l'approche éducative.
L'approche éducative, pour Oui, moi, elle fait partie du traitement qu'un kiné est censé être fait à rééducation. La kiné, oui, à la rééducation, voilà. rééducation. On ne rééduque pas que les muscles, que les plaques Oui, motrices, on rééduque aussi le patient. oui, Tu lui oui, expliques c'est quoi la posture. Parce que, regarde l'équilibre. Tout à l'heure, ce oui. dont tu as parlé d'équilibre. Mm. C'est très important les sports. Un les sports, enfin les blessures sportives, parce que pardon. Parce qu'avec les contacts, enfin, avec les tacles, avec les ballons qui sont au avec les duels aériens, tu vois, donc rien que l'équilibre. L'équilibre, parfois l'éducation proprioceptive, par exemple la rééducation proprioceptive en Oui, prévention, pas oui, forcément en oui, en rééducation prévention, severe, oui. elle te réduit le risque avec les entorses de cheville. Enfin bon, le genou, bien sûr, mais la pubalgie, j'imagine que comme tu as dit, neuromusculaire, la proprioception aussi, c'est qui voulait de la force intelligente en fait. Moi, c'est comme ça que j'explique parfois aux patients. C'est de la Oui, force intelligente. oui, la force intelligente. Mais je peux dire que ça ne contredit pas ce que tu as dit. Mhm, Bien, les patients, quand tu les éduques, tu peux mettre en place ta propre stratégie. Par exemple, un patient qui a le sport, qui a par exemple 30 séances de rééducation, mais tu sais pertinemment qu'il ne va pas récupérer à 100% après ces 30 séances. Donc, le volet de l'éducation va l'accommoder, va l'éduquer à se prendre en charge, à essayer de rendre le thérapeute comme un mentor ou bien un coach de vie. Et il va tu vas le fidéliser. Hein. Il va il va revenir te voir de façon régulière. ça, et Par il va exemple, il être fait ça. reconnaissant. Oui, il va être reconnaissant. Par exemple, non, techniquement. Hein. J'ai travaillé parfois au début où je suis venu ici à Sidi Benoît. Je faisais des remplacements au niveau de certains Mhm. cabinets. Et j'ai commencé à travailler avec cette approche. Et là, ce que j'ai remarqué, c'est que les patients au niveau sur une année, il a fait plus de 30 séances. Parce qu'il revenait à chaque semaine, une fois par semaine, il a une fois par quinzaine, pour te voir, pour avoir des exercices éducatifs, pour contrôler son évolution. Sur 2 ans, il peut revenir une fois par mois. Et là, tu commences à avoir de la clientèle. Exact. Si, il comprend l'intérêt de l'éducation. Il a وريتيني attends je pense il a وريتيني شي حاجه نقدر نساها mais الا شرحتيها لي Oui, فهمتها لي راه oui, غادي تدخل oui, للراس. Et كما قلتي, il t'aide parce que quand il rentre chez lui, ou là واخا كيغبر عليك une semaine par exemple ولا 3 jours ولا هذا كيوليو عنده دوك الريفلكس. Si ton éducation elle se fait bien, ça m'a fait والو, ils sont vraiment dit que l'approche ديال l'empathie en fait كتشوفنا حنا les kinés, oui, c'est un facteur qui joue beaucoup في القضيه, la confiance qui s'établit entre toi et lui. ما كيبقاش يشوفك غير comme شي واحد اللي كيمشي عنده وكيدير ليه لي زاباري, exactement. comme ils disent les patients بحال هكا, Oui, كيدير ليه لي زاباري, كيدير ليه oui, الضو, كيدير ليه les هادي, كيدير appareils. ليه هادي, tu vois. Donc alors qu'un kiné il devient un conseiller sportif, ça veut dire qu'il Conseiller, voulait voilà. Conseiller de santé, conseiller sportif. c'est ça, كتبدا تخدم sur la durée en fait مع le patient, كتولي عنده انت داخل ليه في الراس comme quoi tu es un conseiller, عندك un savoir تبارك الله en tant que kinésithérapeute, donc تقدر تعاونوا في les douleurs, تقدر تعاونوا في la posture, تقدر تعاونوا في la prévention, تقدر تعاونوا في la grossesse de sa femme, تقدر تعاونوا في هادشي كامل en tant que Oui, kiné. Et les patients ils valorisent, tu as une certaine catégorie de patients qui valorisent هادشي. كاين داك الباسيون اللي غادي يجي غيقول لك هذا بقى نص ساعه وكيهضر, نص ساعه وكيشرح ليا كيدوي ما دار ليا حتى البولا وما دار ليا حتى هذه وما دار ليا حتى. الوغ كو كتقول ليه راه هذاك الهضره اللي غادي نعطيك راه سابو كيولي عندك بحال اميني كيني في الدار, كتجلس oui. عوج كتفكر راه الكيني قال لي, Oui. الكيني قال لي, الكيني قال لي. Et Et je pense ça, c'est ça aussi l'approche factuelle, l'evidence-based practice. On doit jongler dans les trois, dans la recherche scientifique, l'évidence, les dernières études, ça. être concret, être rigoureux, et aussi les attentes du patient, et tout ça dans une approche qui suit l'évolution et le sens aguerri de ton expérience. Ça, parce que c'est ce qui fait la différence entre les kinés. وتا هاد القضيه هذا le point هذا
moi j'aime beaucoup le point de les sportifs ou le long terme et tout, parce que quelque part pour notre profession de kiné, le point les kinés ils dépendent en fait des prescriptions des médecins. Ça c'est vrai, c'est une réalité. Pour pouvoir appliquer des traitements, là, pour pouvoir, on a besoin de médecins. Mais après, une fois qu'on établit un rapport à la cas de prévention, d'éducation, de conseil avec un patient ou là, avec un sportif ou là, n'importe quel type de patient, une fois qu'on arrive à établir un qadiem arm, qui oblige à il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Il fait Oui, confiance à ton savoir-faire. Maintenant qu'il m'a dit, pas ça là, je fais evidence-based practice. parce qu'il faut être au courant. ما نقدروش نخدموا بلي موديل الله يرحم الوالدين لي بروف اللي قراونا كاملين تري سانسيرمون تري اونيتمون oui, مي حنا قرينا في واحد العام باغ اكزومبل في هذاك العام اللي موراه oui, ولا العامين اللي موراه ولا 3 سنين اللي موراه خرجوا بزاف ديال الحوايج باسكو لا تكنولوجي لا ايفولوي oui, parce qu'il y a de plus en plus de kinés, tout simplement, donc oui, oui, et tout ça. Donc je pense que c'est une approche, c'est une approche qui valorise le métier de kiné, l'approche multimodale que tu as proposée oui, aujourd'hui. Je pense que ça valorise énormément le métier de kiné et oui, surtout que c'est belle l'importance du sport. oui. Voilà. Il n'y a pas Alors, de question, c'est Nasser. السلام عليكم رجعت لكم من اهلا انوفو. سي ناصر. كان واحد المشكل مالوغوزمون جو بونس عنده علاقه بلابليكاسيون فيسبوك لان اشاك فوا لا ديفيزيون كتقطع. On a passé directement après هذا on a passé اليوتيوب on a créé اوكي واحد لو لين وعاودنا نشرناه مي مالوغوزمون شويه البدايه ديال البريزونطاسيون ما بانتش. داكور. ديجا حنا غنسجلوا هذا الشيء كامل وغنعاودوا نشروه من جديد. Moi je pensais ça, donc il y نشروه a la هاد اللايف vidéo en fait كامله. كاينه غير مالوغوزمون ما عرفتش شنو المشكل. فيسبوك اشاك C'est فوا pas grave, c'est pas grave. Pour كان le prochain on le réglera. كان لا المرات الجايين غنمشيو اليوتيوب نيشان وغناخذوا داك لو Ouais, لين اون فا c'est plus بارطاجي pratique. هكا احسن لان ما عرفتش المشكل في فيسبوك شنو هو. اشاك فوا كيقطع انا فوالا. الوغ لذلك حتى لي كيسيون ما جمعناش فوالا. Est-ce que tu as كنظن une question, Abd Rahim, à propos de la plus-value? لا تبارك الله. خويا صلاح كان كلشي واضح. ما محتاجينش ربما لي كينيزيثيرابيوت اللي كيديروا بزاف كينيزيثيرابيوت سبور غادي يفهموا بزاف يعني اكثر مني. انت اخويا حمزه التجربه ديالك القديمه مع الرجاء وفي بلايص اخرين خارج المغرب وشفتك تبارك الله تعمقتي مع سي صلاح في هاد Ah, ça, البريزونطاسيون. parce que c'est un sujet زوين بصراحة. Enfin, surtout ملي كتلاقى entre kiné et en plus entre kiné ديال السبور كتزيد سبيسياليزا دونك وكتعاود تفكر كما قلتي لو تيران عندك لو تيران لا بيان تيوري سور. وهذا اي تو دونك سي فوالا. جو بونس سالا كلشي. ما عرفتش اخويا حمزه عندك مازال عندك شي حاجه في هاد اللايف؟ Non, Salah, enfin, remercier Salah Din Fadel aussi pour la qualité الله يوفقك. de la présentation. Ça fait plaisir de se retrouver entre collègues aussi. Ça, je pense que nous le faut à le corona et tout ça. صح. On va garder les petites rencontres parce que ça fait plaisir. On s'échange nos expériences. كل واحد اللي عنده شي حاجه يفيد بها الاخرين. Et puis c'est un élan زوين. هاد المسائل اللي بداو دابا qui commencent à être organisées par l'union, par l'association, par la fédération, par la coalition des kinés en général. Ça c'est une très bonne initiative et on invite en fait tous les kinés à donner, enfin, à envoyer leurs propositions pour des sujets éventuellement. Je pense Abdrahim, enfin je vais en parler, toi tu pourras aussi éclaircir après. Mais l'idée des webinaires, c'est d'en faire de plus en plus. Donc, différents sujets, différents intervenants. Et enfin, on voudrait bien avoir le feedback de l'équiné s'il y a des sujets qu'ils aimeraient bien qu'on discute. Ils aimeraient partager au même. Sinon, il y a 2 webinaires la semaine prochaine. Il y a 4 Rahim. Exactement. Alors le lundi, je vais essayer ربما نبارطاجيو حتى les affiches. Voilà.
ça. Alors le lundi, Inch'Allah, غادي يكون عندنا واحد الويبينار على l'infirmité motrice cérébrale, problématiques et particularités de la prise en charge, مع notre cher ami Monsieur Yahya Al-Qeti, éducateur ostéopathe, spécialiste en rééducation neuropédiatrie. Alors, je vais essayer, les collègues يشوفوا la fiche, voilà. Inch'Allah, le lundi. Je pense, oui, déjà. Alors, le lundi, Inch'Allah, le 1 juin 2020, à 9h. Voilà. Les lives ils seront sur YouTube. Sur YouTube, mais de toute façon, on va sur les pages de Facebook, WhatsApp. Okay. Alors, le webinaire, le mercredi 3 juin, je pense qu'il vient. Ok, ben, oui. Oui, webinaire le 3 juin 2020 à 9h, à 19h, pardon. Le sujet est l'initiation à la rééducation vestibulaire. مع دكتور برادة ORL, Monsieur Michel Piquet, rééducateur vestibulaire, et notre collègue Marwan Khattab, comme modérateur. Voilà. هادشي اللي مبروغرامي jusqu'à maintenant. Inch'Allah, prochainement غادي يكون bien sûr. Voilà, frère Hamza. C'est parfait. Je pense que les informations elles ont été claires. Restez connectés. Enfin, j'allais dire restez abonnés. Mais restez connectés pour le lundi, Inch'Allah, et pour le mercredi 3 juin pour nos nouveaux webinaires. Alors, je pense je laisserai le dernier mot, Sarah Al-Fadel. Et انا نقول لكم تهلاو في بعضياتكم تهلاو في راسكم bon courage et vive la kiné au Maroc. Vive la kiné. Tanab Metlk, je vous remercie chaleureusement pour cette invitation. C'était un honneur d'être avec vous. C'était dommage, on voulait avoir plus de discussions, plus de partage. À la prochaine fois, Inch'Allah. الله يرحمنا في هذه الظروف هذه ان شاء الله ويحيد علينا هذا الوباء ان شاء الله ونتلاقاو ان شاء الله في لي كونغري ان شاء الله مع السي ناصر ديما الجديد مع لاسوسياسيون ومع لونيون ان شاء الله ان شاء الله. Voilà. يلا سيدي الله يسر الامور. Alors تبارك الله عليكم. تشاو خلاص. السلام عليكم. تبارك الله عليكم. شكرا لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام.